J'ai compté, nous sommes le quorum est atteint. On va pouvoir délibérer et on va procéder à l'appel. Alors, Camille Elisabeth présent, Léla Berdure Nicole. Présent. Merlin Mélane. Présent. Camoise Albert. Albert Géraldine. Karen Patrick. Présent. Procida Lindsay. Excusez. Robert Harold. Excusez procuration. Biabani Lina. Désiré Fred. Thibaut Élise. Camoise Jules. Esram Patrick. Simila Saint-Muriel. Famille Roselise. Charles Roselé. Il arrive. Fibel Christine. Par Del Sarah. Philogène Cédric. Astasie Marc Procuration. Karen Boris. Castarius Villa. Jean-Charles Christian. Sérème Constance. Christophe Annick. Vérac Charles. Biller Béatrice. Procuration. Grégory Cabrion. Donc, si je compte, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gabriel, vous êtes? Ah bon? Gabriel, vous êtes, oui? 3, 6, 9, 10, 16. 16 présents avec je qui arrivent, on peut délibérer. Donc, c'est la procuration. Alors, les procurations, je les donne facilement. Il y a celle de Robert Harold, Alizette Cabrion, Géraldine Albert Castarius Villa, Marc Astasia Patrick Karen, Bélé Béatrice Grégory Cabrion. Donc vous allez pouvoir signer les documents pour vous et pour vos collègues. Vous signez pour moi, je crois. On va désigner une secrétaire de séance et je propose la candidature de Mme Ursula Castar. Est-ce qu'elle accepte? Oui. Chers collègues, on va décliner l'ordre du jour. Il nous amène 9 points. Le premier point, c'est l'approbation du PV du Conseil municipal du 22 juillet 2025. En 1, information du Conseil municipal sur l'avis 2025-0023 du 31 janvier 2025 de la Chambre des comptes relatif au CFU et au BP 2025. En 2, décision modificative du budget primitif 2025. En 3, décision modificative numéro 2 du budget primitif 2025. En 4, opération sous mandat réalisation d'une aire de jeu de détente au plein. En 5, rénovation complète du local technique de la piscine. En 6, rénovation des toitures de la maison des aînés et du local de la GSAF. En 7, opération d'adressage, nommage et numérotage des voies et lieux dits de la commune. En 8, convention bilatérale entre la SIG et la commune, définissant les règles applicables aux réservations de logements locatifs sociaux. Et enfin, les questions diverses. Donc voilà les points qui sont à l'ordre du jour. En attendant que le document arrive jusqu'à vous, juste un rappel, puisque vous avez tous été informés dans la nuit de lundi à mardi de l'incendie qui a dévasté une partie du bourg de Pointe-Noire. J'ai été interpellé sous le coup de 3 heures au moins du matin. Je suis arrivé dans le bois à 3 heures du matin. Depuis Cagné, je voyais les flammes arriver à Guillaume, à Lens-Botrel. C'était vraiment... Donc, nous sommes arrivés, j'ai vu qu'il n'y avait pas encore de pompiers, il y avait des administrés de Pointe-Noire qui avaient des tuyaux à eau qui essayaient de faire ce qu'ils pouvaient. L'électricité qui était encore active dans les poteaux faisait des coups de circuit en veux-tu, en voilà. Et le feu s'est propagé dans les maisons, surtout de l'autre côté de la rue par le haut, puisque c'est à partir de là qu'il y a les coups de circuit. Donc c'était un véritable désastre. Heureusement pour nous qu'il n'y a pas eu
de victimes. Les premiers pompiers qui sont arrivés 10 minutes après moi. Les pompiers de Bouillante sur un camion avec 2 pompiers. Un camion, c'était avec 2 pompiers. Ils se sont démerdés comme ils pouvaient. J'avais essayé de joindre un peu partout des gens à gauche, à droite. Un dernier recours, je me suis dit, bon, j'appelle mon neveu qui est lieutenant-pompier à Mornalo. Heureusement qu'il était en service, donc je l'ai réveillé. Je lui ai dit, bon, il faut lancer l'alerte. Donc, il a continué ou renforcé ce que peut-être les autres avaient déjà. Donc, Petit Bout est arrivé avec une équipe assez renforcée. Et enfin, Dia est arrivé avec deux sapeurs. Et pendant la manipulation, pendant les manœuvres, on a vu un jeune pompier de Pointe-Noire qui est affecté à Sainte-Rose qui était là. Je ne sais pas s'il est venu de lui-même, si c'est son état-major qui l'a recommandé. Et puis, je crois qu'il y a eu 2 pompiers de vieux habitants aussi qui étaient là. En tout, il y avait 18 pompiers. Ils se sont battus bec et ongles contre le feu. Le sinistre a été plus ou moins maîtrisé vers les 5h30, 6h du matin, mais avec des zones incandescentes, avec notamment chez M. Boyau, où son fils avait, c'était de renom, une structure d'enregistrement de disques. Et le vinyle, il y avait du feu dans le vinyle. À côté, il y avait un dépôt de croquettes de chiens qui faisait au moins 1 mètre cube, qui était dans la maison aussi. Donc, on se pose la question, quelles sont les origines de cet incendie? Les gendarmes sont venus, ils étaient déjà à la maison arrivée, bon, ils ont été renforcés après. On a dépêché un expert qui est venu voir comment déterminer les origines de ce feu. Alors, on a constaté, la maison de Madame Larogite est partie en fumée, la maison des Boyaux, où se trouve Lin José, partie en fumée, la maison de Madame Rousseau Biabiani, partie en fumée également. En face, la maison de Boyau Virgile en fumée, la maison de Duflo qui avait épousé une fille Boyau en fumée, la maison Chonquel en fumée, la maison Sinivassin a été très fortement impactée, la maison Fabriano était en feu, c'est une maison qui est à côté des Sinivassin, plus vers la mer. La maison Mondong impactée également, puisque quand je suis arrivé, je disais aux pompiers, mais écoutez, vous essayez d'éteindre ce qui est déjà atteint, mais il y a une maison qui va, le feu va repartir là, donc ils se sont organisés pour empêcher au feu de se propager chez mon oncle. Entre-temps, Jean-Louis a dû partir pour aller sur Biais appeler les pompiers. Les flammes de la maison Chonquel léchaient la façade de la maison Diel, et le feu a pris dans les escentes. Et on a pu faire avec les moyens du bord, Jean-Jacques Desplais, comment il s'appelle? Jean-Luc. Il était là, il avait un tuyau, on a essayé de... Finalement, on a pu empêcher, et la maison des juges aussi, on a pu circonscrire un petit peu, ils ont pu circonscrire le feu. Et puis voilà, donc les gens ont fait leur déclaration. Nous, au niveau de la collectivité, on va pouvoir, par le biais du CECAS, attribuer une aide. On a sollicité au conseil départemental. Le président est venu sur place. Il a promis également une aide aux familles. Bien évidemment, ça viendra en complément par rapport aux actions des assurances, qui est toujours longue, puisque les assurances vous disent qu'il ne faut pas toucher, il faut que les experts viennent, y voient, etc. Parallèlement à ça, nous avons également sollicité au conseil départemental pour la mise en place d'une cellule psychologique, même s'il n'y a pas eu de victimes, mais des fois, le bruit du feu, les trucs peuvent provoquer un traumatisme qui mérite d'être épongé. Et puis, dans la foulée, j'ai également alerté ou réalerté le président du SDIS, le directeur du SDIS, le président du conseil départemental et l'architecte en charge des travaux de réfection de la caserne des pompiers. Alors, pour la petite histoire, la caserne des sapeurs-pompiers de Pointe-Noire
est parti de Pointe-Noire en 1997. Je l'ai dit, c'était une action bassement et mesquinement politique. Je me rappelle, j'étais parmi ceux qui étaient sur le front, qui affrontaient les gendarmes sur le pont de la rivière Kola. Nous avons commencé des barrages à Kola avec d'autres Pointe-Noiriens. Les gens ont érigé des barrages à Baye-Argent. Ça a duré. On a été en négociation avec M. Ilatré, qui était président du 10 à l'époque, et qui nous a dit non, de toutes les manières, la caserne des appels de Pointe-Noire va partir, va aller dans la commune voisine de Lier, et qu'on allait ouvrir une école de sauvetage en mer. Ce sont les éléments, et je les écris, j'ai tous ces documents-là qui ont été mis en avant à l'époque. Alors quand des fois je vois des gens raconter des trucs, j'entends ce que disent les gens. Mais la politique de la terre brûlée, c'est pas mon job, c'est pas mon dada. Parce qu'aujourd'hui, on récupère ce qu'on a semé. On ne crache pas face au vent, parce que le vent vous envoie le crachat après. Donc si on a ça aujourd'hui, tout ce qu'on a eu avant, c'est parce qu'il y a eu des méfaits par le passé. Oui, 97-2025, ça fait 28 ans. L'année prochaine, dans 2 ans, ça fera 30 ans. Alors, pour revenir à la caserne des sapeurs-pompiers Pointe-Nord, effectivement, il y a peut-être des pierres qui ont été déposées. En tout cas, depuis je suis là, il y a une pierre qui a été déposée en présence du préfet Rouchat. Les financements pour la caserne des pompiers sont en place. Je ne suis pas spécialiste du BTP, mais tout ce que je sais, c'est que l'entreprise qui a obtenu le marché, lorsqu'elle a commencé, elle me disait, ce que je souhaite, c'est que je ne tombe pas sous les mêmes problématiques que j'ai rencontrées pour les travaux de VOD du centre de route de Guadeloupe. Parce qu'ils ont dû casser des plaques de lave de plus de 1,20 m ou de presque 1,80 m. Et lorsqu'il a commencé à travailler, il s'est rendu compte qu'il avait la même structure. Ils ont fait une évaluation du coût des travaux qu'ils ont soumis aux 10. Ça faisait plus de 50% du prix du marché. Donc le SDIS a annulé le marché. Ils ont demandé à certaines entreprises, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont une procédure, ils ont demandé à certaines entreprises qui étaient déjà qui étaient titulaires, est-ce qu'ils voulaient garder leur lot? Certains ont dit oui, et ils ont relancé le marché. Alors moi qui ne suis pas technicien, je leur disais, mais puisque vous heurtez à une telle problématique, pourquoi ne pas adapter le projet au terrain? Donc finalement, M. Mick Théophile, qui est un architecte que tout le monde connaît ici, c'est lui qui a travaillé sur le dossier. Finalement, ça a pris le temps qu'il fallait, mais enfin, le marché a été attribué depuis peut-être au moins le mois d'avril, je pense, avril ou mars. Les entreprises retenues, l'une d'entre elles, paraît-il, avait quelques petits problèmes qui suspectaient des difficultés. Donc, il a fallu bien observer si c'était le cas ou pas. Ensuite, lorsque tout a été mis à plat, l'entreprise devait commencer au mois de juillet, mais a préféré ne pas commencer au mois de juillet puisque ses agents partaient en vacances en août. Et donc, pour une reprise des travaux en septembre. Donc, pour revenir à notre sujet, j'ai alerté toutes les personnes concernées qui m'ont envoyé des documents officiels avec tout, que j'avais déjà, pour me rappeler que je les avais, que tout avait été signé avec le tableau des entreprises qui ont démarché avec les montants et tout, le planning, voilà. Et donc, en me certifiant qu'ils allaient faire une réunion de chantier, après-demain, mais j'ai appris, je ne suis pas allé du côté du nord, j'ai appris hier ou avant-hier qu'il y avait un engin qui serait sur les lieux pour commencer les travaux de nettoyage en vue de faire commencer les VOD. Donc voilà où nous en sommes. Oui, c'est un mal, et je le dis encore, on n'a pas eu de victimes. Nous ne sommes pas la première et nous ne serons pas la dernière commune à connaître des incendies, d'autant plus que nous présentons un terrain favorable. Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Le Moule, d'autres communes qui ont vu leur population diminuer avec des maisons qui ont été érigées
et pour lesquels dont les propriétaires sont partis, les enfants sont partis en France hexagonale, où il y a des problèmes de division, et bien les maisons restent là. Et puis aujourd'hui, avec les changements climatiques, peut-être qu'il y a des phénomènes chimiques qui peuvent provoquer des incendies. Je n'ose pas parler de mais qui causerait ces incendies. Le technicien de la gendarmerie, la brigade de recherche scientifique, fera son travail, donnera son verdict dans les délais qu'il faudra, et puis voilà. En tout cas, voilà où nous en sommes. Et c'est pas faute d'avoir tenté d'éradiquer les maisons parmi celles qui sont dans le groupe. Pour mémoire, je rappelle qu'il y avait une petite maison abandonnée du côté de Nérom, comment ça s'appelle, à place. Non, Sully Nérom, qui appartenait à Madame il lui a laissé un courrier, lui a dit qu'à l'entrée du boulot, il fallait qu'elle fasse ce geste. Elle a démoli. Il y avait une maison qui était entre la maison d'Yerl et monsieur Michel, qui appartenait à une dame Gamiette. On lui a laissé un courrier pour lui dire que la maison était vide, qu'elle tombait. Elle a démoli. Il y avait une maison qui était à l'angle de la rue, à côté de Michel Desplan qui vend les légumes, qui était un bic pour les jeunes. On a alerté le propriétaire. Ils ont démoli. Juste à l'entrée de Guillaume, à côté de la place rouge, on a alerté le propriétaire, M. Zénon, et qui on l'a incité à vendre, et il a vendu, et c'est en travaux. Donc, on n'a pas lâché le morceau, et on va essayer de poursuivre pour que les maisons qui sont irrécupérables ne soient plus de danger pour la population. Il y avait une maison en face avec où habite Maxence à Guillaume. Ah oui, cette maison-là a eu un diagnostic de l'agence des 50 pages géométriques où l'enquête s'est faite ensemble avec les maisons de Hans Marigot, et normalement l'agence devait démolir cette maison-là. Alors, oui, mais il y a eu des problèmes d'héritiers où tout le monde effectivement. Alors là aussi, c'est un problème parce que il y a des gens dont les parents ont construit sur les 50 pages géométriques, mais n'étaient pas propriétaires de ces 50 pages géométriques. Et vous savez, on est à Guadeloupe. Les gens montent des affaires en épingle pour un oui ou non. Donc l'agence, les 50 pages géométriques en Guadeloupe ne font pas ce qui se fait en France hexagonale. Ils ne démolissent pas, ils essaient de trouver un consensus, un arrangement avec les gens, puisque j'ai parlé de Gamiette, mais la maison qui est à l'angle en face de Martins, c'est là, et qui obstrue un petit peu la vue. Les propriétaires ont demandé l'acquisition de cette part aux 50 pages géométriques. Donc c'est acté, c'est en cours. Mais on constate aussi qu'il y a des gens qui, en dépit du fait qu'on a reporté au moins 10 fois la date limite de fermeture d'acquisition des terrains sur les 50 pages géométriques, il y a des gens qui n'ont rien fait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, ouais, monsieur le maire, comment je vais faire pour construire? Je dis, vous êtes propriétaire? Non, on est sur les 50 pages. Je dis, bon, vous êtes libre de tenter, hein, mais je sais que les 50 pages ont fermé les ventes depuis longtemps, puisque si la région avait accepté, ça aurait été transféré à la région depuis 2 ans. Par contre, il y a le diagnostic est fait de Guillaume jusqu'à Marigot. Oui. L'agence des 50 pages géométriques peut dire actuellement qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire. Mais c'est régulièrement que je signe des notifications pour accepter que l'agence, parce qu'ils étudient le dossier par vague. Des fois, on reçoit 4, 5, 6 noms, ils disent qu'on s'oppose. Je ne regarde même pas le nom de la personne. Je dis, OK, la personne est sur le terrain, on va. Donc, moi, je ne m'oppose pas à ce que les gens puissent faire l'acquisition. La seule crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que les gens qui ne sont pas propriétaires et qui n'ont pas acheté, ils auront dans le... Ils peuvent le faire, ça c'est clair. Ok, donc voilà le point que je voulais faire à vous, chers collègues, avant le début de ce conseil. Nous allons donc maintenant aborder le premier point de notre ordre du jour, et le point 0, pardon, qui concerne le PV de la réunion du 22 juillet. Vous l'avez reçu en temps, en heure, vous avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des observations, des omissions? Je ne sais pas, allez-y.
Déjà, au niveau des présents, il y a une erreur, et des absents, il y a une erreur. Monsieur Virac était absent une fois, et vous avez mis son nom 2 fois. Donc ça doit être Charles Rosier. Ouais. À sa place, c'est une correction. OK. Dans les absents. Bon, ça c'est une correction banale. Alors, monsieur le maire, je voudrais vous demander, dans le point 7 à 13, où vous faites un lotissement sur le secteur de lotissement morcellement, sur le secteur d'Akoma. Les lots seront desservis par qui? Qui pense faire le réseau routier et les VRD, eau et électricité et tout ça? C'est à la charge de qui? Voilà ce que je me suis renseigné auprès des techniciens. Oui. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est que si on faisait un lotissement comme ça se fait traditionnellement, on aurait eu à attendre pendant très longtemps pour que le dossier puisse passer. Étant donné que sur chaque parcelle, on a pu dégager un accès personnel pour chaque personne, donc les gens, ils ont un accès directement sur la voie et ils ont les réseaux à côté, il n'y a pas de souci pour cela. Voilà. Normalement, dans ce secteur-là, il devait avoir la rectification du tracé de la route départementale. On a pris ça en considération. Pardon? On a pris en considération, on a voté en conseil municipal. D'accord, ok. On a dégagé de 3 au cas où, parce qu'à cause de... À partir de ça, vous créez des lots qui seront isolés. Et la parcelle que vous laissez, enfin la parcelle qui est destinée à faire la route, les réseaux et tout ça, c'est une parcelle de terrain qui est la propriété communale. Donc, moi, ma question, qui fait les travaux de la route d'accès pour entrer sur 80 mètres ou 100 mètres? C'est la commune. Non, chaque personne a, chaque lot a une entrée distincte sous la voie publique. Ah bon. Il n'y a pas un accès commun, chaque personne doit son entrée. Il y en a qui vont par le haut, d'autres qui vont par le bas, du côté de. Ok, d'accord. Vous m'avez répondu. Il y a accès sur le d'accord. Accès sur la route d'Akoma, ok. Mais pas d'accès entrant dans le parking. Hein. On ne peut pas considérer qu'un parking peut. Ok, bien, vous m'avez répondu. C'est dommage parce que. Moi, j'ai regardé le plan et j'ai vu des lots qui sont isolés. Hein. Et ce qui serait souhaitable, c'est de faire. Ah bon? Excuse-moi, je ne sais pas l'attention, mais il y a des personnes qui ont peut-être 20 mètres de route pour arriver chez eux. Ouais. Et ils sont vraiment isolés. Moi, je suis pas chez une zone, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas chez une zone, chaque personne à son tour. Ok, d'accord. Et pour aller même plus loin, je vous disais qu'il y a des administrés qui ont le lot et qui se disent bon, un administrateur de l'eau qui l'intéresse et il faut que le gouvernement il est même prêt à faire avec quelqu'un une acquisition partagée. Ok, d'accord. Alors, la question n'a été complètement par personne, c'est ça pour vous, mais je vais demander que j'ai pas l'accès, tous les gens qui le font. Ok, merci pour les observations. Donc le PV, il n'y a pas d'observation par ça. Bien attendu de voir qui s'abstient, complètement adopté à l'unanimité. On passe au point 1. Je m'abstiens parce que je n'étais pas présente. Alors, ok. Oui, les absents, évidemment. Absent, adopté, moi je suis absent. C'est de source. D'accord, ok. En point numéro 1, information sur la vie de la Chambre des comptes. Donc, vous avez aussi l'avis tout ça pour vous dire que, bon, de façon assez synthétique, 2017, le compte administratif de la commune de Grenouille, c'est extrêmement difficile. Par rapport aux conséquences, ça a impacté le budget 2018. De 2018 à 2024, 25 par an, nous sommes trouvés dans une situation budgétaire difficile, avec le déficit à l'entrée de 2017 qui a diminué progressivement. On a fait d'énormes efforts,
On devait également faire la constitution des caractérisations et en bas. Donc, on a, à force de cette célébration, nous sommes finalement arrivés lors du vote du budget de 2025 à avoir un budget qui a été analysé par la Chambre des comptes. On a fait de moi avoir plus une acquisition de la lecture en plus des pièces. Maintenant, c'est plus facile de faire l'acquisition, on voit les pièces, etc. Donc, monsieur le Garnier, madame le bord et moi-même, jusqu'au jour de ils sont assez pendant plusieurs jours. Ils ont analysé les comptes le 31 janvier 2025. Le verdict est tombé, la Chambre a eu beaucoup mieux, nous avons fait des efforts suffisants, nous avons permis d'avoir non seulement le budget de la Chambre de mémoire équilibré, mais avec un petit chouïa de 3800 budgétaires en excédent. Donc, nous sommes au compte de la tutelle du préfet, parce que j'aime bien le répéter, étant difficile de choses, mais être sous la tutelle de la préfecture, c'est raisonnable, parce que si vous voulez acheter une petite bouteille de café, ce n'est pas ici obligé. Le préfet vous dit où sont les crédits qui vous permettent, les dossiers qui vous permettent de faire cette dépense. Si vous n'avez pas les crédits, vous ne faites pas. En termes d'opération, en matière d'investissement, on ne peut pas aller plus loin. Et le préfet de Joshua qui est là, il ainsi quelque chose, puisque certaines opérations qu'il avait programmées en 2018 sur la déclaration, notamment par la réflexion de la première je passe, réellement, on fait ça, il n'y a pas d'argent de passer. Donc je dis, on revient à un budget équilibré, et c'est vraiment un budget équilibré. Et je pense que les commissaires de la Chambre des comptes ne sont pas des gens qui font du cinéma. Ce n'est pas pour les beaux yeux de la Elisabeth qu'on a déclaré que le budget de la Cour de Contrôle, c'est pour le pays. Et ce n'est pas du tout. J'ai un défaut, c'est que j'ai été enseignant et j'aime faire de la pédagogie. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a des élections municipales que la CRC décrète que le budget du commun en incident, parce que à ce moment, ils ont dû faire l'année dernière. On arrive à un budget équilibré, mais ça ne peut pas être longtemps qu'on peut se lancer dans des dépenses pour eux, d'autant plus que nous avons une masse salariale qui est relativement importante, qui demeure importante, en dépit du fait que les agents partent à la retraite, quittent la structure, quittent la collectivité, mais je l'avais dit à M. Pétisson qui était le responsable de niveau, il dit oui, on ne va pas embaucher, on ne va pas remplacer les gens qui partent à la retraite, mais il va commencer par reporter les heures sur des agents qui sont en problème pour pouvoir accomplir le service de ceux qui partent. Parce que quand on vous dit que 2 personnes qui sont dans un établissement scolaire partent à la retraite, vous ne pouvez pas embaucher, vous êtes obligé de dire voilà, tel, tu vas faire 28 heures, tu vas à 35, tu vas faire 35, etc., pour pouvoir accomplir le travail de la chambre de pension. Et en dépit de ça, on n'arrive pas toujours pas. Parce que c'est facile de. On voit souvent les gens qui écoutent, qui sont écrivains, qui disent oui, qu'il manque ci, il manque ça, mais on peut faire pas de moyens, et il y en a un peu qui dit la plus belle chose du monde nous donne pour se garder. Donc nous sommes sur une situation qui est fragile, et maintenant il faudra tenir ce cap-là pour qu'il n'y ait pas de dérapage, ni dans un sens, ni dans l'autre. L'avantage qu'on a sur ce budget 2025 qui est exécutoire, c'est que tout ce qu'on avait prévu, le peu qu'on avait prévu, si on peut dire ça comme ça, l'investissement, on va le faire. Puisque, je rappelle, dans l'excellent budgétaire du CFU nous a permis de réinjecter, et ça faisait quelques années que ça s'est pas produit, quelques années qu'on n'avait pas pu investir dans l'excédent du fonctionnement du moyen. On n'a pas pu
dégager, c'est-à-dire dégager le reporter en investissement et ça a été fait. Nous sommes partis d'un CAF qui était à un modèle de mesure et aujourd'hui nous sommes passés de notre financement à quelque chose qui peut permettre de. Monsieur le comptable des états financiers peut apporter des éléments pour pouvoir aider les collègues. Alors, avant que le directeur financier prenne la parole, je signale, parce qu'il y a une chose de l'eau, la présence de Mme Lorimont, qui est notre CDL, qui vient d'arriver et qui va participer à cette séance de toilette pour nous donner quelques éléments complémentaires sur les finances de la collectivité. Bonsoir à tous, merci monsieur le maire. Alors, je pense que l'essentiel a d'ores et déjà été dit. Simplement, c'est vrai que pour mémoire, la commune de Prépa est sous tutelle depuis 2017, depuis le compte administratif 2017. Et durant ces nombreuses années, la CRC n'a pas manqué de faire son travail, en apportant des modifications à chaque opération sur le compte administratif et sur le budget primitif. Alors, compte tenu des allégats de la découverte, le déficit a évolué tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, pour effectivement aujourd'hui, au compte financier de 2024, sortir avec un excédent de près de 800 000 euros. Comme M. le disait, le travail est continu, puisque lors des échanges que j'ai eus personnellement avec la Chambre, ils nous font la recommandation qui consiste à poursuivre les efforts durant encore le temps nécessaire pour pouvoir stabiliser cette situation, retrouver cette situation retrouvée, mais qui nécessite un effort particulier, un effort continu sur quelques périodes. Donc voilà, tout présenter en quelques mots la situation, la CRC, une question. Je voulais dire, dans ce déficit-là, il faut se dire que la commune a eu à faire face à nombreuses dépenses où les administrés n'ont pas payé leur dû. Parce que lorsque vous louez certaines structures dans la commune et que la personne ne rembourse pas, eh bien ça rentre dans le déficit de la commune et on a eu plus de 700 000 euros de sommes à recouvrer. Pourquoi dire la reconnaissance de vous, puisque je me rappelle, quand on a invité, il y avait effectivement près de 500 000 euros d'impayés, de tout gros, des personnes qui ne paient pas la cantine des enfants, des personnes qui ne paient pas les loyers, des personnes qui ne paient pas les taxes pour lesquelles ils doivent payer lorsqu'ils vendent des choses. Alors, je précise que lorsque quelqu'un déclare pour le territoire, même s'ils ne sont pas fiers là-haut, ils nous obligent à payer quelque chose. Donc, c'est vrai que la directive nous a donné à ce moment d'évacuer un certain nombre de choses qui sont trop potentielles, voilà, sans pour autant nous dire qu'on abandonne. Si on peut recouvrir, effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Et on est un petit peu spécialiste dans la matière aussi à maintenant. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres explications? Oui, on va faire une chose. Voilà. Donc, nous allons ensuite. C'est un avis, c'est une information, donc il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de vote du moins. On va passer au point numéro 2, question divulgative numéro 1. Mais avant, je voudrais faire deux points d'ordre. Le premier, pour obtenir, si nous sortons du déficit, c'est que nous avons aussi des bénéficiaires d'une aide de l'État, 900 000 euros sur 3 ans,
raison de 300 000 € en 2024, 300 000 € en 2025 et 300 000 € en 2026 pour le rôle. Et le rôle aussi vous permet d'avoir un technicien rôle qui accompagne les agents. Ils n'ont pas à faire le travail, je le dis, mais il les accompagne de par son expérience. Il a peut-être des ouvertures que nous, on n'a pas, parce que nous sommes certes sur le territoire français, mais c'est comme quelqu'un qui passe un permis en bateau. Quand il arrive en France internationale, il voit des panneaux qu'il n'a jamais vu sur le territoire européen, donc il s'adapte. Ça arrive qu'il y a des sources de financement qu'on ne l'utilise pas, on ne connaît pas, parce que bon. Donc il nous accompagne. Et nous avons eu le soutien de M. Potier, qui est arrivé donc, en février-mars, je crois, et qui a travaillé avec une arraché. Alors l'information que je vais communiquer, c'est que M. Potier est parti en France hexagonale pour son congé. Et il nous a informé qu'il a, comme c'est quelqu'un à la retraite, qui veut prendre des appels à projet. Il avait posé un appel à projet avec l'ONU, je crois, si je ne m'abuse, et qui lui a proposé un poste au Cameroun. Donc, il était réfléchi, peut-être il s'est dit, il nous a accompagnés, on s'est difficile, donc il a choisi de partir au Cameroun. Il nous a informé officiellement. Il a informé l'AFD aussi, qui est son prieur et son patron, que c'est l'AFD qui nous fait. Et déjà, l'AFD nous a envoyé un courrier pour nous dire que M. Potier est parti. Est-ce que nous souhaitons poursuivre avec notre technicien forum? Et il est tout à fait naturel qu'on dise oui, parce que si on répond non, ça veut dire qu'on n'est pas dans la norme des choses. Donc certainement, le candidat a reconnu le candidat plusieurs, donc pour poursuivre le travail. Ceci est donc la finalité du parcours, puisque nous devrions revenir à l'équipe budgétaire en 2027 et nous avons gagné ces 2 ans déjà par la France. Alors, madame, la deuxième information, madame la CDL, madame le là, puisqu'on a parlé de budget et d'équilibre budgétaire, je laisse le micro qu'elle puisse nous présenter le bonsoir à tout le monde. Effectivement, la commune de Pointe-Noire sort sur les fourches mobiles de la Chambre régionale des comptes, mais il reste encore, beaucoup d'efforts à faire, comme le maire l'a dit. Alors, bon, moi j'ai essayé d'accompagner la ville avec M. Potier, le directeur financier, vous savez, depuis des longues années. Alors, je tenais tout simplement à attirer l'attention de l'Assemblée ici, notamment au niveau des dépenses de la section de fonctionnement et en particulier sur le chapitre 012. Alors, il faut poursuivre. Nous n'avons pas terminé ce travail. Dans le cadre, vous savez que vous avez signé un contrat quorum. Ce contrat quorum continue, doit être mis en œuvre. Et à ce titre, moi je suis là ce soir pour vous présenter simplement une démarche qui a été validée dans le cadre du plan de Rome. C'est l'audit de la chaîne de la dépense. Alors, les résultats sont quand même intéressants pour Pointe-Noire. Le délai global de paiement, il s'est amélioré. 2 facteurs ont contribué à cela. C'est la possibilité qu'a eu le maire de nous octroyer la possibilité de payer des dépenses de modiques sommes, alors avec une autorisation générale de paiement qui était à l'époque de 500 000 € et qui est passée à 2 500 €. Alors l'intérêt d'un tel dispositif est le suivant, c'est en fait, en réalité, lorsqu'on regarde les mandats d'une collectivité, on se rend compte que 80%, entre 75% et 80% des mandats, ce sont des mandats de faible montant. Nous les payons systématiquement dès lors qu'ils ont été pris en charge à notre niveau. Et s'agissant des dépenses beaucoup plus conséquentes, eh bien, on continue à travailler sur le principe des listes de priorité. Et actuellement, à chaque fois que nous recevons une liste de priorité, eh bien, nous exécutons cette liste de priorité. Voilà.
C'est ce que je veux dire. On continue le travail d'apurement des comptes d'application provisoire, notamment, j'ai reçu récemment de la part de M. Garnier les apurements des retenues de garantie. Et ce travail, il est constant. Alors, c'est un effort que vous devez faire en permanence. La qualité comptable, c'est tous les jours. Vous pouvez très bien progresser et qu'il y ait un petit fléchissement, un laisser aller, écoutez, aussitôt on plonge. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et pour moi, j'encourage vraiment à poursuivre dans cette voie. Alors, prochainement, la prochaine réunion du contrat courant, on pourra faire un point là-dessus, sur un novembre qui est prévu pour le mois de novembre. C'est la raison pour laquelle, moi, on va continuer en menant à bien l'engagement, la démarche sur l'audit de la chaîne de la dépense. J'en parle maintenant ou je reviendrai là-dessus? L'audit de la chaîne de la dépense. En quoi consiste cet audit? C'est d'analyser l'ensemble des acteurs de la dépense, tant au niveau de leurs donateurs, c'est-à-dire en fait les responsables, le personnel qui intervient au niveau de cet audit. Nous procédons on part de l'organigramme de la collectivité, nous adressons un questionnaire, nous entendons chaque acteur de la dépense individuellement. C'est une démarche qui est normée au niveau de la DRFIP et qui ne peut se réussir qu'avec la volonté de la collectivité. Et à ce titre, on remercie la ville qui a joué le jeu, même si c'est un engagement du quorum, il faut vraiment avoir la volonté de mener à bien. Alors, en quoi ça consiste? On va passer au niveau, on va choisir des axes de dépenses. Les axes de dépenses qu'on va choisir, on n'a pas encore choisi les axes, et au fur et à mesure, on va poser des questions à tous les agents qui interviennent dans le cadre du process. Alors très souvent, pourquoi? Alors vos délais se sont considérablement améliorés, ça c'est une chose, mais quelquefois, bien souvent, je parle sur le contrôle d'Arnaud Garnier, quelquefois on peut avoir des rejets, on peut avoir des incompréhensions au niveau du contact, et l'intérêt d'un tel objectif, c'est de fluidifier nos relations. C'est pas uniquement on fait un rejet, un problème technique, mais c'est vraiment apprendre au service à se connaître et à se dire, voilà les points forts que l'on a, on poursuit, mais c'est surtout les points faibles, et ça permet de déboucher sur un plan d'action. Ce plan d'action, il fera l'objet d'un suivi, on va mettre en place un comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est un collège mixte en fait, et ce qui permet justement au personnel de la collectivité de dédramatiser, parce que vous savez, quand vous venez pour faire un audit, vous allez faire un certain nombre de constats qui peuvent être négatifs, qui peuvent être positifs, et quelquefois les gens ont l'impression, quand on leur restitue, c'est qu'ils ne savent pas travailler. Pas du tout. C'est une démarche à la fois transversale, où on utilise toutes les compétences de la collectivité, c'est-à-dire au niveau des marchés, au niveau si nous prenons la chaîne pour les subventions, etc. Ça permet vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une collectivité n'arrive pas à mandater dans les 20 jours prévus par la réglementation. Du côté du comptable, les dépenses sont payées dans les règles de l'art, c'est-à-dire en fait dans le respect du délai réglementaire, mais quelquefois on arrive dans certaines collectivités à ne pas comprendre pourquoi, alors même que la collectivité n'a pas de problème de trésorerie. Alors ce n'est pas le cas de Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est tout simplement, on est dans ce cadre avec le contrat quorum, c'est un dispositif qu'on mène en priorité, c'est la cible de la direction, menée pour les personnes, les collectivités qui sont engagées dans ce dispositif, et ensuite les collectivités qui sont volontaires, et nous préconisons, nous, à titre au niveau de la DRFIP et le CDL, une collectivité, par exemple, qui n'a pas de problème financier, pas de problème de trésorerie, mais qui arrive à avoir des délais de mandatement, de délai global de paiement de 30, 40, 50 jours. Ça veut dire que concrètement, sur la chaîne de la dépense, il faut aller identifier les
les points forts qui expliquent quelquefois pourquoi le mandatement ne se fait pas dans les 20 jours. Voilà. Alors on va continuer, on va commencer cette démarche avec Madame de Barouna. On va mettre en place le comité de pilotage, on va mettre un rétro-planning. Ça fera l'objet de points d'étape qui sera restitué à la collectivité de manière à déboucher sur un plan d'action acceptable pour tout le monde et qui remporte l'adhésion de tous, notamment du personnel, des services opérationnels qui sont audités. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment précis et voilà. Des questions sur les explications de Mme Logement? Ça va. Alors pour M. Théier, je crois que nous avons vécu il y a quelques mois un prestataire qui travaille pour la collectivité et cette personne a présenté sa facture et il y avait quoi 5 centimes, 10 centimes d'écart. La personne persistait à ce qu'elle soit payée. Et le mandat à chaque fois était rejeté. Donc elle m'interpelle, je dis oui, mais vous avez une facture qui ne correspond pas au montant, vous avez 5 centimes ou 1 centime de différence. Il faut corriger ça. Et quand il l'a corrigé, tout de suite, il a été en attente. Bien, donc on va pouvoir poursuivre maintenant avec la décision modificative numéro 1 au budget commission 25. Alors je vais peut-être ça même pour vous expliquer. Et la 2 aussi après. Merci, monsieur le maire. Alors, la décision modificative numéro 1 résulte de l'avis rendu par la Chambre régionale des comptes. Alors, l'analyse de la Chambre régionale des comptes portait sur le compte administratif 2024, pardon, 2024 et le début 2025. Alors, chemin faisant, la Chambre régionale des comptes, quand bien même elle travaille sur le compte administratif, le CFU en l'occurrence, quand même elle travaille sur le CFU, elle ne modifie pas le résultat du CFU qui a été voté par l'Assemblée délibérante. Cependant, elle peut porter des modifications en lien avec ce CFU, mais qui sera prise en compte sur le budget. Alors, c'est pour ça que vous avez dans la proposition qui est faite, alors je vous envoie la page 24 du document de présentation. Alors, vous avez les dépenses de fonctionnement. Tout le monde y est. Alors, vous voyez, il y a deux colonnes. Une colonne de CFU et une colonne BP. Alors, sur la colonne CFU, la Chambre a porté une modification, a rajouté au chapitre 011 55 692,28 € et au 012 3700 €. Ce qui fait que le montant du BP sera modifié en conséquence. Et ensuite, au 023, un total de 91 364,90 €. Alors, c'est vrai qu'en lisant l'avis, vous ne retrouvez pas forcément ces montants-là, parce que dans l'avis qui a une trentaine de pages, les montants sont détaillés ici et là, et il m'appartient, après de prendre cet avis-là, de prendre les différents tableaux de travail qu'on a échangé avec la CRC, pour pouvoir retrouver, in fine, la décision prise par la CRC. Alors, ça demande un travail fou et de fourmi, dirais-je, pour pouvoir retrouver ces montants. Mais bon, du fait d'avoir travaillé dessus, ça se fait quand même assez aisément. Alors, pour la section de fonctionnement en dépenses, le conseil municipal avait voté un total de 10 172 027,96 €, avec la modification proposée par la CRC pour un total de 150 557,18 €. Le budget modifié pour la section de fonctionnement des dépenses passera à 10 322 585,14 €. Alors, pour les recettes, c'est le même principe aussi. Nous avons des recettes qui sont arrivées, mais que la Chambre a parfois rattaché au CFU 2024. Il y a de nouvelles recettes aussi au titre de 2025.
pour un total d'un ordre de 154 386 euros et 84 centimes. Alors, le conseil avait voté 10 172 euros 25,96. Plus les modifications de la Chambre, nous obtenons un total de 10 326 414 euros et 80 centimes. S'agissant de la section d'investissement, comme disait M. le maire, pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, il n'y a pas eu de modification. Toutes les inscriptions étaient maintenues. Pour les recettes, il y a eu une diminution en lien avec le CFU de 49 643,30 €. C'est lors des échanges, comme il faut justifier toutes les recettes, mais par rapport au reste à réaliser qui avait été voté et les nouvelles justificatifs qu'on avait produits, il a été nécessaire de diminuer certaines recettes de 49 863,30 € en lien avec le CFU et pour les recettes nouvelles pour 49 863,30 €. Ce qui fait que l'équilibre a été maintenu par rapport au vote qui avait lieu lors du conseil municipal d'autonomie, c'est-à-dire 3 954 707 € et 9 centimes. Ce qui fait qu'en cumul pour les décisions modificatives, à la section de fonctionnement, nous avons un total de dépenses de 150 557,18 € et en recette 154 386,84 €, ce qui fait un excédent de 3 829,66 €. Et un investissement, il y a une modification, en tout cas s'agissant du global, ce qui fait que le total est identique avec l'excédent de 3 829,66 €. Alors la balance est bien évidemment modifiée en conséquence. Le budget monté en de fonctionnement à 10 172 025,96 passera pour ce qui concerne les dépenses à 10 322 545,14 € et en recette à 10 326 414 € et 80 centimes, dégageant ainsi un excédent de 3 829,66 €. La section d'investissement reste inchangée, et ce qui fait un total global du budget en dépenses 14 277 292,23 € et en recette 14 281 121 € et 89 centimes. Sur le document, vous avez plus bas des extraits de la décision modificative numéro 1 qui précise là où il y a eu des modifications, mais vous avez reçu le document budgétaire dans sa globalité, où vous avez toutes les informations qui y sont portées. Voilà, monsieur. Voilà donc les explications de M. Garnier. Est-ce que vous avez d'autres informations que vous souhaitez avoir? Pas de demande d'explication, pas de demande d'information. Nous allons remettre au voix. Qui s'abstient? Vote contre. Donc, cette DM numéro 1 a été adoptée à l'unanimité. On passe à la décision modificative numéro 2 et je donne la main également à nous. Je vais exposer sur la DM2. Alors, donc, on pourrait penser pourquoi de l'IM, c'est-à-dire la DM1, on reprend l'avis de la CRC. Texte 1. Le maire, et j'ai oublié de préciser, le fait qu'il y ait plus cette maîtrise de la CRC, en tout cas, je n'ai plus réglé par le préfet. Vous n'avez jamais parlé d'arrêté du préfet pendant le budget. Il n'y a pas d'arrêté. Cependant, le conseil municipal est malgré tout invité à délibérer pour prendre en compte les modifications proposées par la CRC. Et c'est ce qu'on a fait dans la DM1. Chemin faisant, pour la DM2, on a reçu des notifications entre-temps et d'appartenir au conseil municipal de procéder aux nouvelles inscriptions. Et c'est l'occasion de faire la décision modificative numéro 2, comme ça, il n'y a pas de confusion dans les deux. Et en termes de visibilité,
c'est plus clair pour tout le monde. Alors, s'agissant de la BM2, elle porte essentiellement sur la section d'investissement pour laquelle on a reçu des notifications. Alors, d'ores et déjà, sur la page 32 du document, est listé l'ensemble des opérations pour lesquelles il y aura un mouvement sur la décision modification numéro 2. Alors, vous vous rappelez, lors du vote du budget 2025, on avait procédé à des inscriptions, en tout cas pour ce qui concerne la participation communale, au titre de la DED. Alors, les notifications sont tombées, en tout cas, la notification est tombée. Pour les demandes formulées par la collectivité, il n'y a qu'une seule opération qui a été retenue, c'est l'acquisition d'une nacelle. Donc, la collectivité a obtenu une subvention de 100 000 euros. Alors, on va procéder à l'inscription de ces 100 000 euros et le complément en inscription de dépenses. Les autres opérations de DRTIA sont annulées. Vous voyez, moins 30 000, moins 55 000, moins 5 000. Ensuite, on a l'opération 192 FIPD 2025. C'est des équipements pour la police, caméra, piéton et gilet pare-balles. On a obtenu deux subventions, une de 500 euros et une de 600 euros. Ensuite, l'opération 195, territoire numérique éducatif France 2030, c'est la poursuite de l'informatisation des écoles pour une opération à hauteur de 74 772,78 € et bénéficiant d'une subvention de 46 301,30 €. Ensuite, le recul du trait de côte, une opération de 53 707,50 € qui a d'ores et déjà commencé avec une subvention de 39 600 €. Et ensuite, vous avez trois opérations réaménagement et recalibrage et aménagement de l'espace d'accès au Sudacoma, la réhabilitation du stade de Rideau, la mise en œuvre des plateaux sportifs communaux pour des montants respectivement de 240 000, 720 796 et 150 000 €. Alors, bien évidemment, ces montants-là, ce ne sont pas les montants total des opérations. Cependant, il y a déjà des notifications du conseil départemental. Le choix est fait d'inscrire ces montants-là en recette qu'en dépense. Ces inscriptions-là vont permettre de démarrer les opérations déjà par la phase d'étude et tout ce qui est préliminaire à l'exécution effective des travaux. Alors, ce qui fait que vous avez un montant total nouvelle en dépense qui serait de 1 268 580,30 € et en recette également pareil 1 268 580,30 €. Alors, dans le détail, ensuite à la page suivante, la page 33. Avant de passer à la page, l'opération 190, les moins 29 217 conseils départemental. Alors, l'opération 190, moins 29 217, on le verra un petit peu plus loin, c'est que le conseil départemental nous avait notifié une subvention de 100 000 € pour réaliser les toitures de la maison des aînés et la maison de l'association à du C. Et entre les échanges que la collectivité a eu avec le département, il s'attendait qu'il fallait compter une rectification. Au lieu d'avoir une subvention de 100 000 €, la subvention est diminuée de l'ordre de 70. Ok, on doit avoir sur le prochain. 71 000 €. Okay. Alors, c'est la raison pour laquelle la subvention est diminuée. On n'a pas maintenu à 100 000, ce n'est plus 100 000, on a diminué encore pour avoir une conséquence. Et en face, 12 052 €, c'est un ajustement qui sera fait sur cette opération-là pour justement retrouver l'équilibre budgétaire dans sa globalité. Alors, par rapport à la question, je vais vous mettre une information. Si on remonte un peu plus haut, on va voir pour les DTR. Alors, on nous a dit, on a trois minces. Oui. C'est que lorsque les subventions DTR sont allouées, il y a tellement de demandes pour les collectivités et les EPCI, aussi bien les collectivités et les EPCI. Ce qui fait que le préfet est obligé de saucissonner, de donner partie à chacun, et on est obligé de prioriser les actions. On a plusieurs moyens. Prioriser quoi? Prioriser les actions. Les actions. On a les posé dossiers, on met priorité une autre.
Étant entendu que nous avons constaté que nous avons des difficultés pour entretenir les groupes d'échanges communaux, pour la simple et unique raison, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, nous avons mandaté une entreprise pour évaluer, on a parlé ici, on a trouvé que nous avons près de 50 km, 49 km, 50 km de route à entretenir. Ce n'est pas une petite affaire de gouvernement, d'autant plus qu'on sait que nos services, même si les malgré qui disent beaucoup de bêtises concernant, même s'ils ont amené toutes les bonnes volontés, s'il fallait entretenir, on commence par un Mao pour avoir l'argent. Lorsqu'ils arriveraient à Cuba, Mao serait déjà au même niveau, ils ne sont pas encore pour faire l'argent. Donc, nous, on a pu opter pour une solution de location de machines. J'avais demandé un devis à quelqu'un pour nous faire une partie de plateforme. On était rapidement déjà à 45 000 euros pour même pas les tiers de plateforme. Parce que uniquement en entretien, on n'a pas fait à la prise de machine. Donc, on se lance, on va faire la prise de machine, former les gens pour pouvoir bien de la fait. Et puis, jusqu'à une certaine époque là, avant la fête de Pointe-Noire, j'ai collé des lignes. Parce que les agents avaient travaillé, il y a 77 mètres de village de l'école. Donc, ça veut dire qu'ici, on n'est pas équipé pour pouvoir entretenir. On nettoie, mais après, on commence à sortir. On a opté pour ça, on a priorisé l'acquisition de la nation. Donc, voilà les épisodes que je voulais préciser sur ce externe. Alors, je peux poursuivre si tu as fini. Alors, juste pour compléter, alors, comme je disais, la section de fonctionnement n'a pas subi de notification. Alors, les prévisions restent en état. Et s'agissant de la section d'investissement, on passera d'un budget de 3 954 707,09 €, à laquelle on va ajouter 1 268 641 €. Pour atterrir à 5 223 287,09 € en dépenses et en recettes. Et le solde, le total des cumuls en dépenses, section de fonctionnement et section d'investissement cumulé, 15 545 872,53 € en dépenses et en recettes 15 549 702,19 € et le solde symbolique qui demeure de 3 829,66 €. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'explication? Si on n'a pas en même voix, qui s'abstient, qui vote contre, à l'hôtel, merci. On va passer ensuite à la signature des documents. C'est important pour le compromis de la légalisation de documents. Ça va avoir un tête. Oui, mais je suis
Directeur de la personne. Non, mais ça fait Est-ce que ça vous dit qu'on poursuive les travaux de la commission? D'accord. Alors, donc, on va passer au point numéro 4, opération sous mandat, réalisation d'une de jeu et de l'état auprès de demande de quitus. Très sommairement, vous savez, l'opération des plaines est une opération en deux tranches qui a beaucoup duré, qui a trop duré. Donc, on est arrivé, on a repris les travaux, il y a des autres choses. On va faire 16 avant de ça. Et aujourd'hui, étant donné que cette première tranche, on considère qu'elle est arrivée à l'essence. Donc, la scène, ça marche même aussi d'abord pour qu'on puisse arrêter les travaux de cette première tranche. Et étant donné que nous avions, M. Barnabas tout à l'heure, nous avions déjà versé certaines sommes à la Seine-Saint-Marc. Donc, la Seine-Saint-Marc va nous restituer le tout perçu. Donc, ensuite, il y a une opération
opération qui puisse démarrer. Alors, tu peux ajouter. En fait, M. le maire a bien résumé, c'est une opération qui date de près de 15 ans. Oui, j'ai bien dit 15 ans. Et de ce fait, il fallait mettre un terme à cette opération-là. Et l'épilogue a été, je pense, l'inauguration, la dénomination de ces lieux. Et chemin faisant, là, sincèrement, pour se dégager vis-à-vis de la collectivité totalement, a souhaité obtenir le quitus du conseil municipal. Bien évidemment, le quitus aujourd'hui, on a fait des réunions préalables, tant mairie qu'à la Seine-Saint-Marc pour mettre au point tous les dossiers, et singulièrement tout ce qui concerne l'aspect financier. Et c'est de ce fait qu'on est tombé sur cette situation-là pour la Seine-Saint-Marc, après avoir obtenu le quitus du conseil municipal pour rembourser la commune un montant de l'ordre de 50 000 €. Voilà. Ok, donc merci à vous. Ce point-là va être mis au. Il y a des demandes d'explication, pardon? Ça va? Finalement, en faisant l'équilibre du chantier et la restitution, maintenant on n'est plus engagé avec Seine-Saint-Marc. On va lancer une autre opération. La deuxième tranche, par exemple, avec l'équilibrage, obtenir du fonds. Toujours avec la Seine-Saint-Marc. Maintenant, la première tranche, c'est si vous voulez. Ok, d'accord. Pas de demande d'explication supplémentaire. Sénat en veut voir. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, cinquième opération, c'est la rénovation complète du bâtiment technique de la district communale. Alors, c'est une opération qui est essentielle. La collectivité régionale a relevé un assessment de rénover le bassin, donc enlever tout ce qui était carrelage et mettre un liner, ce qui est fait. Cependant, l'opération qui consistait à remplacer le moteur, c'est très lourd, puisque il faut savoir que l'histoire de la piscine à l'origine avait deux moteurs. À une certaine époque, un moteur était en panne et il n'avait pas été jugé utile par une des équipes municipales de remplacer ce moteur et la piscine a fonctionné que sur le seul moteur qui aujourd'hui n'est pas suffisamment fort pour pouvoir faire travailler les deux bassins. Or, il est de droit d'avoir un seul moteur, puisque quand il y a un moteur de commandement, c'est comme si c'était un avion, il y a une bouteille, il n'y a pas les poursuivre. Alors, sachant que ça crée un longueur, je me suis dit, au niveau du conseil municipal, nous allons nous engager, nous avons formulé une demande au niveau de l'ANS, au niveau de l'ANS, demande qui a été acceptée. D'ailleurs, ce matin, la commission a eu lieu, on a obtenu 100% des subventions pour faire cette opération-là. Donc, nous allons voter cela et tout de suite, nous allons enclencher la procédure pour pouvoir faire le travaux de façon à permettre aux jeunes de bâtiment de pouvoir bénéficier du bassin. Maintenant, après, on va faire une opération avec la région du C, d'abord, on reste, on sait que c'est terminé en possession, on ne fait pas, on va faire cette subvention. On va le faire, et après la région va aider avec l'argent qu'elle peut faire les travaux pour autre chose. Voilà les explications que je vais vous donner. S'il y a des autres explications, si on attend de voir, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité, on vous remercie. La opération et rénovation des toitures de la maison des aînés, c'est une opération chère à Mme Million, conseillère départementale, pour laquelle nous avons obtenu, alors nous l'avons dit tout à l'heure, une subvention de 100 000 €. Et lorsque nous avons fait évaluer, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire la maison des aînés, plus la maison du travail familial qui depuis tantôt aussi, entre guillemets, près du village. C'est pas aujourd'hui parce que souvent, quand je lis des commentaires ou certaines observations, j'ai l'impression que tous les problèmes qui sont aujourd'hui avec moi sont arrivés à mieux. Donc, les travailleurs familiales sont depuis peut-être 20 ans dans une maison avec une voiture qui coule de l'eau. Madame, comment ça s'appelle? Madame Albion. On a essayé, faute d'avoir essayé, on a contacté la CRD et on a essayé de voir ça.
travailler nous avec les difficultés de budget pour laisser. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire pour eux, on va faire, et comme le signalait le gouvernement dans les opérations, il y a un moins de euros, c'est-à-dire que les moins de euros sur ces 100 000 € là, ils ne sont pas consommés, on pourra demander au conseil départemental d'autoriser à l'utiliser pour une autre opération sur une voiture ou sur quelque chose. Voilà. Donc, les opérations, opération 6, demande d'explication. La demande d'explication, on met voix, abstention, contre, adopté à l'unanimité. Opération 7, adressage, nommage et numérotage des voix et lieux-dits de la commune. Alors, encore une fois, je le dis, hein, depuis tantôt, il y a beaucoup de rues qui n'ont pas de nom. Il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas de numéro. Il y a des gens qui vivaient en France hexagonale, qui me disent ouais, j'habite à Roma, je n'ai pas de boîte, ma boîte n'a pas de numéro, j'habite à Bayan-Jean, je n'ai pas de numéro, etc. Et c'est problématique. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on a un administré qui malheureusement nous a quitté, un ancien agent de la politique, on va le nom de M. Jacob, mais le jour où le SMUR est venu pour le secours, ils sont partis à Belleville, alors que la démocratie revient. Donc, cette opération consiste non seulement à donner des noms à certaines rues ou à certaines voies, à mettre des numéros sur certaines voies, parce que cette opération avait été enclenchée il y a quelques années, n'était pas complète, mais en plus, entre-temps, il y a des gens qui construisent. Donc, quand une personne construit, il faut lui attribuer un numéro. Et puis, il faut aussi qu'on achète les panneaux, les supports, les plaques qui vont peut-être même pouvoir au remplacement de certaines plaques qui ne sont plus lisibles. Donc c'est une déviation de principe ou cadre, comme vous voulez, comme nous tenons, et après nous allons entrer dans la partie plus pointue de ces acteurs-là avec les partenaires qui sont ajoutés, à savoir la CND, la DEOFIC, la région qui a mandaté une entreprise privée. Et nous-mêmes, lorsque nous avons fait une évaluation de notre sécurité de route, le prestataire avait effectivement un logiciel. Nous avons dit, si vous voulez, je peux vous donner le numéro sur toutes les maisons que vous avez, parce que on a communiqué aussi au prestataire ce document-là, c'est-à-dire qu'on puisse mettre en ligne. Voilà, pour nous permettre d'aller voilà, c'est la raison pour laquelle nous demandons à prendre cette délibération. Et la Poste participe. Il faut. Oui, puisque je sais que j'ai rencontré le fils d'un ami qui était à l'entreprise, qui normalement il participe. Alors je ne sais pas si on va vous dire si c'est de mon propre nom, ils sont obligés de participer parce qu'ils sont les premiers utilisateurs de. Absolument. Ok. Demande d'explication. S'il n'y en a pas, on met au voix. Abstention. Contre. Adopté à l'unanimité. Et le dernier point, c'est la convention de réservation bilatérale entre la SIG et la commune de Pointe-Noire, définissant les règles applicables aux réservations de logement locatifs sociaux. C'est un dossier que suit le collègue Milan. Alors, nous avons reçu au public de la SIG nous disant que ce moment, il y avait 83 logements et que nous avions droit à 8 logements au niveau de l'administration. Quand on étudie, c'est une réalité, mais en fait, c'est un petit peu de la théorie aussi, puisque si on vote vert, la réserve doit être occupée à 99%, de rien. Donc, quand il y a des demandes de logement, c'est une façon pour nous de dire bon voilà, on souhaite positionner telle ou telle personne. C'est peut-être pas effectif. Alors, le perso maintenant, ça va être effectif. Et puis on va, par exemple, dans le cadre de l'incendie, il y a des sollicités, ils vont nous dire oui, monsieur le maire, on peut vous dépanner, mais on a 4 ou 5 logements qui sont en réflexion, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
partir de notre poste. Donc, il faut quand même qu'on ait un délai de 15 à 21 jours pour cela, pour prendre des questions au sein de notre famille. Et puis, pour les même la ministre de l'information, de précision à côté sur ça. Tu as un bout qui a tout dit, hein. Ça, on a une nouvelle convention de modifier l'obtention de logement. Par exemple, il y a l'État, il y a le département, la région, la commune, avec son logement, tous ils ont un quota de logement. Et à vous, on ne peut pas aller chercher dans le quota. Et c'est pour la peine de faire simplement, c'est-à-dire qu'il y a une vacation de logement, ça peut la commune et le bailleur social de pouvoir libérer et faire une sorte de modèle de son logement de la commune. Voilà. Demande l'explication. Au niveau de Berbe, vous ne savez pas s'il y a des locaux commerciaux là disponibles? Les locaux commerciaux de Berbe n'ont jamais été occupés parce que les locaux étaient relativement élevés. Ils n'ont pas beaucoup. Il y a des gens qui l'ont vu, mais quand on s'engage sur le commerce dans une résidence ouverte, il faut bien cibler son ouvert. Et quand on dit qu'il y a la mobilité, il y a l'intérieur, il y a des achats de chez nous, il y a des achats à Carrefour, il y a des achats à Pigeon, il y a des gens mais c'est important, il y en a qui sont disponibles. C'était fait pour des petites activités, coiffeurs, chéronie, des trucs comme ça. J'allais dire, le local qui servait aux impôts, ça devient quoi là? Alors, à une certaine époque, nous avions discuté avec la DRFI à l'époque de M. Ben Saïd, voilà. Et la DRFI nous propose un deal, mais qui n'était pas du tout à notre avantage par rapport à la situation d'activité, puisqu'on prenait le local pour développer la maison de service. On donnait 30 000 euros de subvention, mais 30 000 euros, c'était pas le prix de loyer, on ne peut même pas payer le loyer, c'est 5 000 euros de loyer là-bas. Ah bon? Donc, on a essayé de tenir la chose, finalement. On a décliné l'offre et puis je sais que les gendarmes voulaient ce gars-là au lieu de le louer. Parce que les gars, on a des contingents, les garnisons, les gendarmes qui viennent 3 mois. Donc ils les installent là et puis s'occupent de chercher. Je ne sais pas si c'est effectif pour le moment, mais normalement c'est l'objectif. Et la friche de la gendarmerie de Pointe-Noire, l'ancienne gendarmerie, ça devient quoi? Alors c'est le département. Et, le département, normalement, nous a promis de rénover la friche pour pouvoir transférer définitivement le classe de Pointe-Noire à ce niveau-là. Mais le classe ne va pas suffire puisqu'il y aura d'autres bâtiments qui sont là. Et nous avons suggéré au président dans lequel soit de mettre une structure d'insertion là, ça serait bien, puisque le social, voilà. Ou alors, carrément, de faire des logements qui pourraient être mis à disposition de certaines structures qui peuvent monter vraiment. À la limite, au conseil départemental, vous pouvez avoir une antenne départemental. Oui. Non, du moins travailler avec le SMA dans cette zone-là. En fait, c'est l'idée. Comme on dit, le monde ne s'est pas construit en un jour, donc c'est un morceau de l'ancien, on ne peut pas le langage là. Quand on fait les travaux, ça va coûter beaucoup plus cher que oui, parce que je vais dire Madame Marie, effectivement, il y a le design. Il y a quoi? Le design. Ah ben oui, bien sûr. Non, mais c'est vieux. Il faut tout démolir. Comment? Il faut tout démolir. Ça dépend. Ça dépend du choix qu'ils veulent faire. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Je vois, on dit, moi, je ne suis pas technicien, je ne sais que. S'il y a un cataclysme. Si un cataclysme à Guadeloupe, ils vont utiliser ça pour loger des gens. Parce qu'il y a des habitations là. Oui, il y a des habitations, il y en a 3 ou 4 habitations. Donc, on va mettre au voie le numéro 8.
compte adopté à l'unité. Il n'y a pas de questions diverses, les formations que je voulais communiquer, je voulais faire passer au début du conseil municipal. C'est aussi ouvert. Donc, bien écoutez, je vous remercie avec juste une petite précision quand même, puisque la rentrée scolaire arrive. Et nous avons cette année entendu de vive voix des commentaires des enseignants qui disaient que vraiment on avait l'impression de voir les journaux. On a anticipé, on a dépensé plus de 60 000 voix pour la rentrée scolaire. On a essayé de remonter certains établissements scolaires. On a fait la chantière. Chaque établissement de la chantière a une liste de doléances. Et on est arrivé à satisfaire à 99% dans la plupart des cas. Il n'y a pas eu de fermeture. Non, il n'y a pas eu de fermeture. Pour l'instant, il n'y a pas de fermeture. En cours d'année, il y a toujours une petite augmentation de l'effectif. Par contre, il faut appeler un chat à chat. La France, il y a quoi d'autre? On fait beaucoup d'enfants. Par conséquent, quand on fait beaucoup d'enfants, on va aussi avoir aussi des effectifs diminués. Le bâtiment, c'est la faire venir, mais à un certain moment, à la hausse de fonction, on a plus de 50 ans à l'année, cette année, on est à 40 et les plaines. Les plaines. Les plaines à plus de 1 pour premier, parce que quand on a réalisé, il y a quelqu'un qui est là, au plaine, et là où il y a une quarantaine, là où il y a à Thomas, il y a une aussi. Le PIC, c'est les établissements de mixte 2 et de Bayern qui tournent à 100 Enfin, on est dans la fourchette de 400 élèves. Même le collège, je comprends, ils ont les 700. Et le collège, je comprends, je ne sais pas si vous avez 300 élèves. C'est normal. Ok. C'est la vie. Eh bien, on remercie tout un chacun, on remercie Mme Le Gouvernement pour son intervention, les éclaircissements, la conduite. Merci à tous.